Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. 70 ans de guerre et de tensions qui semblent s'achever sur une poignée de main et 2 signatures au bas d'un document dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant. C'est un succès diplomatique ou une opération de relations publiques ? Ah non, c'est pas une opération de relations publiques, c'est un événement très important. Simplement, on ne peut pas l'évaluer précipitamment. Il faut attendre les vrais résultats, il faut attendre la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a vraiment un calendrier de dénucléarisation ? Bon, ça m'étonnerait que ce soit immédiat, donc il faut évaluer après. Vous y croyez, vous, à l'idée d'une dénucléarisation de la Corée du Nord ? Je rappelle que l'exigence initiale de Washington, c'était le démantèlement complet, vérifiable et irréversible du programme atomique nord-coréen. Oui, mais pas immédiat. Oui. Donc c'est possible si c'est à long terme et si ça ne prive pas le régime de l'assurance vie qu'il s'est donné au fil de décennies. Je ne sais pas comment ils peuvent renoncer à ça. Donc un processus, une perspective, oui. Et à ce moment-là, la brutalité de Trump, ses menaces, puis après l'ouverture, mais aussi le jeu des Coréens entre eux, c'est très important. Et à mon avis, c'est ça qui va se développer dans l'avenir. Ça a mis en marche quelque chose entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais vous avez prononcé l'expression assurance vie pour le régime. L'arme atomique, oui, c'est évidemment la garantie de survie de ce régime. Enfin, je ne connais pas les pourparlers, vous non plus d'ailleurs, on ne sait pas. Mais j'imagine pas ce régime qui dit maintenant je vais renoncer demain matin, ça n'a aucun sens. Ça ne marchera pas, personne ne pourrait l'imposer. En plus, la Corée du Nord veut survivre en tant que régime tout en évoluant. Donc, ils vont développer des espèces d'économies à la chinoise avec l'aide des Chinois. La Corée du Sud ne veut pas de réunification trop rapide. Ils seraient incapables d'assumer ce poids. Ça serait trop lourd, ça les ferait couler. Donc, tout ça conduit, sauf clash en cours de route que nous ne connaissons pas, conduit à une sorte de calendrier. Donc, c'est une prise de risque réussie de la part de Donald Trump ? Non, lui, il n'a pris aucun risque. Il n'a pris aucun risque ? Non, c'est une opération... réussi si en effet il y a un calendrier étalé dans le temps de dénucléarisation avec 2-3 gestes au début pour montrer que ça commence vraiment. Après il y a évidemment des tas d'étapes de vérification, puis en échange de quoi, puis des conditions, puis ça s'arrêtera, il y aura des crises, puis ça recommencera. Bon, oui, c'est pas exclu. Mais je pense que ça sera repris en main par les Asiatiques au bout d'un moment. D'ailleurs, le vrai problème, moi par exemple, j'ai jamais cru qu'il y aura une guerre sur la Corée du Nord. En revanche, il est inscrit dans les faits, en termes géopolitiques, qu'il y aura un affrontement, en tout cas une tension, entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis veulent préserver pour eux la liberté de circulation en haute mer partout, et la Chine veut élargir le champ des mers chinoises, entre guillemets, dans lequel il faut leur demander l'autorisation. Donc là, il y a quand même un choc. Peut-être qu'ils le surmonteront, mais le vrai grand sujet géopolitique à terme, c'est celui-là, beaucoup plus que la Corée du Nord. Et pour Kim Jong-un, quelle consécration, il était le paria de la planète, le dictateur sans doute le plus honni, le plus détesté. Oui, là, il se retrouve d'égal à égal avec le président américain. Oui, mais ça, c'est l'aspect apparent, formel, mais il était le paria, mais enfin, ça le renversait pas pour autant. Hein. Le fait de savoir ce qu'on pense de lui à Paris ou à Londres, il s'en fiche complètement. Donc c'était pas ça son problème. Son problème, c'était est-ce qu'il fait survivre la dynastie, le régime, tout en le faisant évoluer. Peut-être que ça va devenir un dragon économique. Hein, il va pouvoir, le jour où ils vont évoluer pour de vrai. Sa propagande va pouvoir dire au peuple coréen qu'il a fait plier les États-Unis grâce à son leadership et à son arme atomique, non ? Il peut dire ça, mais la propagande fonctionnera s'il arrive à faire évoluer la vie des gens. Donc ça veut dire une politique économique à la chinoise. Beaucoup plus dur que la chinoise actuelle, mais on garde le contrôle politique et stratégique et policier, etc. Mais le pays se développe. Donc moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait derrière, si le sommet se passe bien, avec l'accord et le partenariat de la Corée du Sud et des Chinois, voire même peut-être des Japonais, une sorte d'évolution du régime. Après, sur le plan économique, ça fait qu'après tout, les gens de Corée du Nord, les malheureux qui étaient dans cette espèce de ghetto, là, de Nas, ils se sentiraient mieux, ce serait moins pire pour eux. Voilà l'évolution qu'on peut envisager. On peut le souhaiter. Voilà ce qu'on peut dire pour Singapour à l'heure actuelle. Mais je reviens, Hubert Védrine, à l'épisode précédent, peut-être plus grave, plus important et plus lourd pour l'avenir. Le G7 du Québec, il marque une rupture profonde, une rupture historique selon vous ? Oui. Le G5 au départ a été inventé par Giscard et Schmitt. Première session à Rambouillet, élargie après à d'autres, donc G7. Et c'était devenu l'instance de concertation entre les grandes démocraties occidentales plus le Japon, industrialisé, etc. À un moment donné, initié par Kohl et Mitterrand et puis concrétisé après, c'était devenu un G8.
au départ, pour essayer d'encourager Gorbatchev dans ce qu'il le faisait. Bon, donc c'est en effet très important. Ça n'a pas complètement été dépassé par l'invention du G20 qu'on doit à Sarkozy pendant la crise et qui avait convaincu les autres qui voulaient pas, notamment George W. Bush. Donc ce sont des instants, c'est pas des pouvoirs, c'est pas des lieux de décision. On peut pas dire qu'a décidé le G7, ça veut rien dire. C'est un lieu de rencontre au plus haut niveau extrêmement utile. Mais c'est la première fois que depuis 1945, quasiment, qu'un président des États-Unis se borne pas simplement à défendre les intérêts vitaux des États-Unis, ils sont profondément nationalistes. Il n'y a que les Européens de l'Ouest qui croient que tout ça s'est dépassé. Donc les États-Unis sont très comme ça, mais les présidents, même les plus durs, genre l'équipe Nixon-Kissinger, ont toujours complété cette attitude, ou enveloppé cette attitude d'un discours général sur l'état du monde, l'amélioration du monde, la mondialisation, nos valeurs, etc. etc. Trump, lui, n'a aucun discours sur le monde. Aucun sur moi. Donc il ne s'intéresse absolument pas à ça. Donc il a un discours sur le monde qu'il s'en fiche complètement. Ouais. Donc il s'intéresse à lui, son caprice de la seconde, bien qu'il ne soit pas totalement incohérent par rapport à ses engagements. Et d'autre part, il regarde sa base électorale. L'histoire de l'ambassade, par exemple, de Tel Aviv à Jérusalem, c'est même pas la demande des Israéliens. La droite israélienne est contente, mais c'était pas une demande immédiate. C'est à la demande ce qu'on appelle là-bas les sionistes chrétiens, les évangélistes, par rapport à ça. Et toute son agitation sur les questions commerciales, cette dureté, c'est par rapport à cette base-là. Donc c'est la première fois que vous avez quelqu'un qui non seulement est aussi brutal, je parle même pas de son insondable vulgarité, c'est autre chose, mais qui est directement brutal et qui désinhibe l'ensemble des comportements internationaux. Donc on ne fait même pas semblant de chercher une amélioration du monde. Les plus pris à contre-pied là, c'est les gentils Européens qui rêvent toujours d'une sorte de monde à la bisounours, depuis très très longtemps, et tout ça d'une brutalité atroce. Ce qui fait que pour les Européens d'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué dans leur tête de se dire, mais comment on fait ? On est quand même alliés des États-Unis qui protègent l'Europe depuis 1945. Trump dit c'est nous qui payons 70%, il y en a marre, mais oui. Les présidents d'avant se plaignaient aussi par rapport à ça. Oui, mais il peut torpiller l'OTAN aujourd'hui parce que pas son sujet. Dans un premier tweet à Singapour, en arrivant, il a encore une fois remis en cause le fonctionnement financier de l'OTAN. On paye pour protéger l'Europe et on a des déficits excessifs avec l'Europe. Il paye 70%, en effet. C'est pour ça que quand on parle de l'Europe de la défense, il n'y a rien dedans, sauf si on était capable d'augmenter les budgets, de transformer les armées en armées combattantes, de leur trouver un chef, etc. etc. Il ne peut pas y avoir d'Europe de la défense sans un saut budgétaire considérable. Pas que ça. On mettrait qui à la tête ? Et qui donnerait des ordres au général en chef ? Depuis qu'il y a l'OTAN, c'est un général américain, c'est plus ça. Bon, donc la vraie question historique aujourd'hui, c'est est-ce que les Européens, plus le Japon, sont capables de dire, nous, on continue, on fait un G6 ? Et nous définissions les conditions, les étapes par lesquelles on pourra à nouveau travailler avec la Russie, qui était l'idée de Trump et qu'il a abandonné après. Je lisais en venant un papier excellent de Renaud Girard dans le Figaro de ce matin, qui dit, et je pense comme lui, que le vrai problème des Européens, c'est qu'ils sont incapables d'avoir une pensée stratégique. S'ils étaient stratégiques, ils se concentreraient sur le fait de ne pas faire basculer la Russie du côté chinois, et avec la Chine, donner un contenu à ce qu'a dit le président Macron, qui était très juste à Pékin, il faudrait que ce soit symétrique, la route de la soie. Mais créer une symétrie par rapport à la Chine, tout en travaillant avec elle, c'est un effort énorme. Mais les Européens ne raisonnent pas comme ça. Vous voyez bien la réaction immédiate, l'opinion, les situations intérieures, etc., etc. Donc c'est ça, maintenant, la question pour les Européens. Est-ce qu'ils sont capables de s'organiser entre eux, pour faire survivre un G6, voire 7-8, mais avec d'autres choisis par nous, en disant Trump fait ce qu'il veut, mais on continue. Ce qu'on a réussi à faire sur le climat, pas sur l'Iran, mais sur le climat. Oui, parce que si on résume, Hubert Védrine, en 18 mois, Trump a torpillé tous ses partenariats commerciaux, les accords de Paris sur le climat, l'accord sur le nucléaire iranien, le G7, on vient d'en parler, il est en train de torpiller l'OMC puisqu'il refuse de nommer des juges qui peuvent faire fonctionner l'institution, l'OTAN, on vient d'en parler, et ensuite... L'OTAN, il faut imaginer une main-d'œuvre tactique en disant, après tout, chiche, vous voulez sortir, chiche. Vous voyez ? Et à ce moment-là, ça renverrait la discorde à Washington, ils se disputeraient entre eux, même Trump n'oserait pas aller au bout. Mais au point d'une remise à plat de toutes les alliances qu'on connaît depuis l'après-guerre. Si on était capable de dire on va assumer par nous-mêmes, si on n'est pas capable, il ne faut pas se lancer dans ce jeu-là. Mais sinon, dans la liste que vous avez fait, le climat, il ne peut pas arrêter l'écologisation, les inventions, l'évolution des industries, des fonds financiers. Il ne peut pas arrêter ça, Trump. Ça continue sans lui.
Il s'est sorti tout seul. C'est une connerie monstrueuse. Tant pis, le monde continue. Sur l'Iran, il peut prendre en otage, enfin on le voit bien à travers le cas iranien, et c'est incroyablement choquant, humiliant, préoccupant. Et il faudrait dire dans nos têtes plus jamais ça. Ils peuvent prendre en otage avec des lois extraterritoriales qu'ils votent depuis des dizaines d'années et qu'on n'a jamais contrées suffisamment. Regardez l'amende BNP, par exemple. L'ensemble de l'économie mondiale. L'ensemble c'est intolérable. Dont les grandes entreprises françaises, on en a parlé, qui ont dû se retirer de terrain. Partenaires avec eux, il faudrait faire un effort énorme pour leur réimposer une égalité. Mais ça dépend de décisions à prendre chez nous les Européens, je veux dire. Merci Hubert Védrine d'être venu nous éclairer ce matin, ancien ministre des Affaires étrangères. Je rappelle votre dernier livre, Compte à rebours, comment conjurer les menaces, chez Fayard. Merci d'être venu nous voir.